et au large de la côte nord-ouest de l'Afrique. Les Canariennes et Canariens ne supportent plus l'afflux de vacanciers qui détériore la biodiversité de l'archipel. Ils étaient entre 50 et 100 000 à défiler samedi dernier pour réclamer un changement de modèle. Écoutez. Gobierno y cabildos de Canarias tienen que detener de inmediato este modelo corrupto, destructor y devastador de espacios naturales que solo nos lleva al colapso, que agota todos los recursos y que precariza la economía. Canarias tiene un límite, el territorio canario tiene un límite y la paciencia de la gente también. Et pourtant, Juan José Dorado, ce modèle touristique qui a été mis en place dans les années 60, il a porté, il a vraiment fait éclore cet archipel. Est-ce qu'on peut revenir aujourd'hui en arrière ? Ça paraît compliqué tout simplement parce qu'il y a 16 millions de touristes qui donnent du boulot à 40% de la population. Ça, c'est la première des choses. Et puis quand on voit les chiffres du PIB des îles Canaries, on voit que c'est le tourisme qui fait vivre cette île. Il est possible de faire différemment, bien sûr, parce qu'on a imposé il y a quelque temps la taxe des séjours dans beaucoup des villes et des pays européens. On peut peut-être faire comme a fait Venise, mais ce qui reste aujourd'hui, c'est un problème, comment faire revenir l'agriculture. Parce qu'il faut réinvestir l'agriculture, il faut avoir des agriculteurs, mais on n'en a plus. Du côté des îles Canaries, on en a très peu. Donc il va falloir trouver une façon de faire, mais c'est vrai que là où on est arrivé aujourd'hui aux îles Canaries, et pas qu'aux îles Canaries, on parle aussi de Séville, on parle de Barcelone depuis quelques années. Donc effectivement, il va falloir trouver un autre modèle économique, mais trouver un autre modèle économique ne veut pas dire rompre complètement avec ce qui est en train d'être fait, parce que c'est la seule solution pour aujourd'hui. Pour compléter ce que vous disiez, Juan José Dorado, est-ce qu'on ne gagnerait pas aussi à mettre en valeur, à faire du marketing sur des régions qui sont moins connues, mais peut-être tout aussi belles, en Espagne notamment? L'Espagne l'a fait depuis une vingtaine d'années, quand on a commencé à parler du tourisme vert, c'est-à-dire aller découvrir l'intérieur de l'Espagne. Mais il y a une autre solution qui a été aussi mise en place en Espagne depuis très longtemps, c'est le tourisme hors saison. Au lieu de concentrer tout le monde en été, invitant les gens à venir hors saison, ce qui est très facile aux îles Canaries, parce qu'il fait tout le temps beau, peut-être moins en Castille, mais c'est aussi une solution. Expulser au Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni a été définitivement adopté cette semaine. L'accord conclu entre Londres et Kigali a donc été validé. Il devrait entrer en vigueur rapidement avec un premier vol de migrants d'ici 10 à 12 semaines. Est-ce que ce dispositif controversé, Juan José Dorado, pourrait faire école ailleurs en Europe ? Alors la décision qui a été prise en Angleterre va un peu plus loin que d'habitude. Mais n'oublions pas que tous les pays européens tentent depuis quelques années à externaliser le contrôle de l'immigration. Donc l'Union européenne l'a fait avec la Turquie, avec la Tunisie, l'Italie avec la Libye, l'Espagne récemment avec le Maroc. En fait, est-ce qu'en Europe, on va faire la même chose? Je ne serais pas étonné qu'on le fasse dans quelques temps. On peut changer peut-être la forme de le faire, le nom qu'on va lui donner, mais la réalité, c'est que petit à petit, on va de plus en plus loin. Donc je ne suis pas étonné qu'à un moment donné, certains pays européens fassent la même chose avec des pays avec qui ils ont des relations plus ou moins étroite. Renaud, 1h49 de discours pour peindre le portrait lugubre d'une Europe qui, d'après le président de la République, pourrait mourir. Dramaturgie maximale, le ton était grave. L'Europe est mortelle, a prévenu Emmanuel Macron. Notre Europe peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix à faire maintenant. Juan José Dorado, est-ce que l'Espagne fait le même constat sur l'Europe? Non. ne fait pas du tout le même constat sur l'Europe. C'est vrai que ce qu'on a entendu du président, c'est un peu particulier parce que c'est du réchauffé, pardonnez-moi cette expression, mais les propos qu'il a tenus, ils avaient déjà tenus en partie en 2017 et même lors de son discours à Athènes. Non, l'Espagne est beaucoup plus européenne au niveau de son gouvernement et de sa population. Le président Sanchez est très européen. D'ailleurs, quand vous regardez les sondages et l'intention des votes, l'Espagne est l'un des pays qui vote les plus lors des européennes. L'Espagne compte beaucoup sur l'Europe parce que depuis qu'elle est entrée en Europe, l'Europe a beaucoup aidé l'Espagne et les Espagnols sont en quelque sorte reconnaissants. Et donc, non, nous n'avons pas du tout ce même discours. Mais pas du tout. Un mot, Juan José. La seule question qu'on se pose, nous, du côté espagnol parfois, c'est est-il crédible quand il parle de l'Europe de la défense, lui qui ne voulait pas du bouclier antimissile, lui qui ne voulait pas non plus du projet d'avion européen qui patauge depuis des années. Donc, est-il crédible quand il parle et à qui il parle? J'ai regardé la télévision espagnole. Voilà, et si vous pensiez que Netflix vous offre le meilleur des séries à suspense, eh ben, c'est que vous ne connaissez vraiment pas la vie politique en Espagne.
Pedro Sánchez comunicará el próximo lunes si sigue o no como presidente del Gobierno. En una carta esta tarde ha anunciado que cancela toda su agenda pública hasta ese día para reflexionar. Esa decisión llega después de la investigación que ha abierto un juzgado a su mujer por presunto tráfico de influencias. Et oui, l'annonce a sonné tout un pays, parce que là, on ne parle pas de Bernard de la Conta qui veut prendre un peu de recul pour voir si son travail a du sens. Non, là, on parle quand même de savoir si lundi, l'Espagne sera encore gouvernée. Voilà, tout simplement, avec ce message publié sur X, Sanchez réagit aux révélations survenues quelques heures plus tôt concernant sa femme, Begoña Gómez. Des journaux ont révélé que le 16 avril dernier, la justice avait ouvert donc une enquête préliminaire contre la compagne du Premier ministre pour fait présumé de trafic d'influence et de corruption lorsqu'elle travaillait dans une société de tourisme. Et dans son message, Sanchez écrit qu'à travers sa femme, eh bien c'est lui qui est visé. Alors tension, frisson, démission, voire peut-être corruption, mais que se passe-t-il vraiment? Bref, c'est du pain béni, en tout cas pour les adversaires de Sanchez, et notamment pour le chef du Parti Popular, le premier opposant. He dicho que se toma 5 días para pensar en sí mismo y, en mi opinión, lleva 5 años haciendo exactamente lo mismo, pensar en sí mismo. Y basta ya. Ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés, su conveniencia puntual o por eludir sus responsabilidades. Alors le monde politique espagnol, lui, va se placer en fonction de l'attitude du chef de gouvernement. Droite et extrême droite critiquent, la gauche soutient, mais s'inquiète de l'avenir. De quoi sera fait lundi prochain? C'est-à-dire quand même là dans 2 jours, tout simplement. Dans sa lettre, Sanchez met en cause l'ultra-droite et vise un syndicat à l'origine de la plainte contre sa femme. Cette organisation syndicale, Manos Limpias, main propre, classée très à droite, est habituée des coups judiciaires contre les partis politiques. Alors arriveront-ils à faire tomber Sanchez? Et c'est là, jeudi, qu'intervient un nouveau rebondissement. Esta es la denuncia que ha desencadenado todo. La firma Miguel Bernat, secretario general del sindicato de ultraderecha Manos Limpias, y acusa a Begoña Gómez de un delito de tráfico de influencias. Se basa en informaciones que ha leído en diarios digitales y que ha escuchado en tertulias televisivas. Adjunta 8 noticias que señalan a la mujer del presidente del gobierno, incluyendo una que ya se comprobó que era un bulo porque hacía alusión a otra persona que también se llama Begoña Gómez. Voilà, ce n'était pas la bonne Begoña. Voilà, donc suite à cette nouvelle révélation, le parquet espagnol demande donc le classement sans suite de l'affaire. Toute la question maintenant est de savoir pourquoi Sanchez a réagi aussi radicalement. Est-ce que c'est pour ressouder sa majorité? Parce qu'elle est très fragile, cette majorité, elle tient à quelques sièges. Oui, le joueur de poker qui n'avait pas hésité l'année dernière à convoquer de nouvelles élections, à se maintenir à son pouvoir, ou tout simplement, est-ce que c'est un homme qu'on a assez de l'hostilité du milieu dans lequel il évolue? Et l'ancien chef de gouvernement espagnol, José Luis Zapatero, trouve même le moment intéressant pour la démocratie. Me parece bien interesante que esta reflexión, que quizá todos los presidentes en algún momento la hemos hecho en privado, en la intimidad, la haya hecho pública. Me parece bien interesante para nuestra democracia. Que en estos días, hasta el lunes, tengamos un debate público sobre los límites del odio, sobre la necesidad de que la democracia del respeto se imponga a la democracia del odio. Voilà, alors dans 2 jours, Pedro Sanchez sera-t-il encore à la tête du gouvernement espagnol? Préparez les pop-corn. Mais forcément, José Luis Dorado, c'est réel cette menace ou pas? Sincèrement, on pense en Espagne qu'il va continuer en tant que président du gouvernement, que tout ce qu'il fera, c'est appeler un vote de confiance de l'Assemblée espagnole, mais ça n'empêche qu'il va continuer à être un président sans majorité. Ça, c'est la réalité des choses, c'est qu'il n'a pas de majorité. Après, c'est vrai qu'il a été touché, je pense personnellement, parce qu'il y a eu cette enquête qui a été ouverte préliminaire. N'oublions pas, c'est une enquête préliminaire autour de sa femme, mais il y a une question de fond derrière, c'est que dans la lettre qu'il a envoyée aux Espagnols, cela dit en passant, il l'a envoyé dans un réseau social, dont 70% des Espagnols ne l'ont pas. Donc c'est un peu étonnant. Ouais. Ce n'est pas un communiqué non plus du palais de la Moncloa. Donc les Espagnols ont appris ça par les médias. Mais derrière de tout ça, il met en cause les médias, puisqu'apparemment il y a des journaux qui sont respectables et d'autres qui ne le sont pas. Et il met en cause des juges, la justice oui, mais pas certains juges qui prennent des décisions comme celle qui a été prise par un juge madrilène. Donc derrière tout ça, on verra lundi, mais je pense sincèrement qu'il va continuer. Ouais. On verra lundi, en tout cas, et vous le disiez, il a subi un choc, y compris un choc personnel, ce qui nécessite une thérapie, n'est-ce pas, Nicolas Vado? Oui, ça relève un peu la psychanalyse à mon goût, donc j'ai imaginé le nouveau conseiller politique à Madrid, reprenons. Parlez-moi de votre relation couple, pouvoir, ambition. Merci. Et j'ai un deuxième dessin. Ah, et un deuxième dessin. Parce que d'un grand dadais à l'autre, où est passé Pedro Sanchez? Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Forcément.
C'est vrai, vous avez raison de nous rappeler les mannes du général. Merci Nicolas Vado. L'enfant avec un fusil trop grand, un enfant, mais apparemment c'est plus